Toute la culture HTL Mix. Et le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99 points et le 102.4, puisque vous êtes à l'écoute d'HDR et de Principe Actif, bien sûr. Et c'est bien le Sablablat sur le mix qui vous accompagne jusqu'à 18h, juste avant le Flash Info de Radio France Internationale. Tout de suite, il est temps d'aller tourner des pages d'histoire avec notre docteur Mansour attitré. Et nous allons parler de Oubangui Chari. Voilà, donc Oubangui Chari qui est connu sous ce nom-là jusqu'en 1900, vers 1970 et qui s'appellera le Centrafrique, d'abord au masculin, puis viendra petit à petit la féminisation du nom, il s'appellera la Centrafrique. Et en fait, on pourrait, à l'époque on appelait ça c'était une des priorités de la colonisation française, de l'empire colonial français, qui avait organisé une mission qui s'appelait Congo-Nil, qui avait pour but d'aller jusqu'au Soudan. En 1896, en partant du Gabon, le capitaine Jean-Baptiste Marchand et une colonne militaire composée de 12 Européens, 150 tirailleurs africains et 13 500 porteurs de matériel et de campement. Mais le périple, en fait, s'avérait beaucoup plus dur. Et il est conduit jusqu'aux hauteurs de Bangui, ville aujourd'hui un peu connue pour de certaines exactions et massacres qui a pu y avoir lieu. Et en fait, qui a été fondée par les frères Albert et Michel Dolossy. Et en fait, le rêve africain de la France, c'était d'avoir une Afrique française de l'océan Indien au golfe de Guinée. Mais ils allaient rencontrer un obstacle plus que de taille, parce que les Anglais sont déjà au Soudan. Et leur barre la route. Et un certain futur lord Kitchener leur fait une notification en disant qu'ils ne pourraient guère discuter de la suprématie anglo-égyptienne sur le Soudan. La France se retrouve face à un cul-de-sac. L'Oubangui Chari, qui en fait devait devenir la plateforme principale pour aller jusqu'à l'océan Indien, s'avère un cul-de-sac pour la France. Mais en 1899, les terres dites vacantes et sans maître sont cédées pour 30 ans au Congo français, sous l'impulsion du ministre colonial, à peu près à 40 sociétés privées qui vont se partager 70% de la superficie. Et en fait, ces sociétés-là ne capitalisent pas grand-chose, parce que ça représenterait 1% du capital d'investissement de l'Empire français et 1/1000 du placement financier extérieur de la France. C'est-à-dire qu'en fait, la France va passer son temps, contrairement à son voisin belge, à renflouer les caisses de ces sociétés et aussi à leur fournir de l'armement et des militaires pour protéger leurs structures. Alors que les sociétés belges, elles, engrangent des bénéfices colossaux, les sociétés françaises s'enfoncent en fait et l'État n'arrête pas de remplir les caisses de ces sociétés pour les sauver. Circulaire le 19 mars 1903 du commissaire général Émile Gentil, suite à une augmentation des impôts, la capitalisation devait se faire enfin en nature grâce à la montée du prix du caoutchouc. Et justement, le futur Centrafrique est rempli de cette matière. Donc on va taxer les indigènes. Imaginez ce qui peut se passer. Donc cette circulaire fait en sorte que toute société à l'époque, avait le droit de faire un peu ce qu'elle voulait. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest, où c'était le monopole d'État. Le Centrafrique se trouve en fait en train d'être mangé par des sociétés privées. En fait, à 90% à peu près. Alors juste pour exemple,
Dans l'Afrique de l'Ouest, il y avait à peu près 500 enseignants, un peu plus même. 90% étaient, on disait indigènes, donc africains. Et en fait, en Centrafrique, il n'y en a que 80, ce qui n'est pas énorme. Et en fait, l'administration est très très faible, malgré que administrativement, l'Obangui Chari est créé en 1903. 17 sociétés privées se partagent tout le pays, avalent tout, et les indigènes sont quasiment mis en esclavage, c'est-à-dire obligés de travailler. S'ils n'avaient pas obtenu le quota qu'il fallait, imaginez les réprimandes. Ils étaient fouettés, lynchés et parfois jusqu'à la mort. Ça, il y a plein d'articles à l'époque qui l'expliquaient. Et en fait, les compagnies qui se partagent tout ce... Il y a la compagnie du Sultanat de Haut-Obangui, qui, elle, gère 1450 km². La compagnie Corango-Français, il y en a plusieurs. Et en fait, c'est cette période-là qu'on va appeler, aujourd'hui en Centrafrique, dans les livres d'histoire, c'est écrit, qui est nommé le règne du blanc. Et comme l'administration, non seulement d'être faible, il y a un problème à Bangui, parce que ça attire pas grand monde, parce que c'est un climat extrêmement humide, et quand il pleut à peu près de février-mars jusqu'à novembre. Donc on comptait en 1980 expatriés. En 1915, il n'y en avait que 163, mais 130 étaient encore des Français. 1932 en 1921 et 4696 en 1931, année même de l'exposition coloniale qui se tenait au parc de Vincennes. Et là, on fait l'éloge de ce pays rempli de caoutchouc et qui pourrait rapporter de l'argent. Entre deux, on va revenir un petit peu en arrière. Le 16 octobre 1901, un aménagement a été ordonné, donc une circulaire, sur les camps d'otages, c'est-à-dire en gros des camps de concentration. Ça ne peut pas s'appeler autrement. On faisait un peu ce qu'on voulait, on enfermait tous les opposants, tous ceux qui refusaient de travailler, ou on tenait en otage femmes et enfants de tout indigène ou chef de village qui ne voulait pas livrer le nombre d'ouvriers qu'on voulait. Méthode un peu bizarre. Il y a un exemple, alors c'est vraiment pour finir en même temps, pour expliquer un peu comment ça se passait. En 1903, à l'occasion de la fête nationale, et pour fêter cette fête nationale, 2 agents coloniaux feront sauter un indigène noir en lui attachant une dynamite au cou. À Fort Clapel, l'actuel Bambari, il y aura un procès. Mais le procès aura lieu au Congo, à Brazzaville. Ils seront jugés, le tribunal les condamnera à 5 ans de prison ferme, ce qui est une exception. Mais dans la salle, tout le monde s'étrangle. Et là, c'est l'indignation. Alors les cris, et j'ai retenu quelques phrases du rapport, c'est « il ne manquerait plus qu'on se fasse naturaliser nègre ». Ou alors une autre où c'est carrément, apparemment ce serait un magistrat qui aurait dit ça. L'assassinat d'un noir n'est rien d'autre qu'un animalicide qui n'appelle guère à aucune sanction. C'est une ambiance très particulière à l'époque. Et pour la suite, je vous ferai un peu plus ce qui s'est passé avec Bokassa et Toute la culture HTL.